Ce séminaire pédagogique sur la transcription de la sténotypie en français assisté par ordinateur vise non seulement le perfectionnement des formateurs, étudiants et professionnels, mais aussi la familiarisation avec les outils didactiques innovants et performants de la dite spécialité. Séminaire dans le cadre des activités pédagogiques et académiques qui commencent pour cette année qui démarre. Et je vais le rappeler, nous avons mis en place pour cette année des licences professionnelles. Donc pour un métier aussi pointu qui a besoin d'une expertise dans les outils didactiques comme les sténotypies, les sténotypes et les appareils qui ont été présentés par l'expert, on avait besoin d'avoir place l'expert pour nous démontrer l'efficacité et la pertinence de ce métier. Moi, je pense qu'il y a une formation en amont. Il y a une formation en amont qui s'est déjà faite. Il s'agit certes de nouvelles techniques, mais il y a d'abord à la base un apprentissage qui a été fait, donc des prérequis. Et cette formation qui vient, elle est complémentaire. Plusieurs thèmes sont abordés pour renforcer les capacités des participants. La sténotypie ouvre des portes du fonctionnariat international. Une action de promotion de la profession de sténotypiste qui vise d'une part à renforcer les capacités des institutions nationales en Afrique à travers la transcription de la parole par ordinateur et d'autre part à aider les gouvernements à créer des emplois parce que la sténotypie s'applique à tous les secteurs de l'activité économique, politique, financière. On trouve des sténotypistes dans les parlements, les conseils régionaux, etc., mais aussi dans les tribunaux et même dans le sous-titrage à la télévision. Ces assises qui vont durer 5 jours permettront de mettre en place une licence professionnelle en sténotypie. Dans le reste de l'actualité, nous parlons de cet atelier régional sur la restitution du rapport provisoire du programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDA, dans sa deuxième phase. Adeline Zanhéi, Marlise Mengue. Les travaux de l'atelier sur l'étude du programme de développement des infrastructures en Afrique visent notamment à aboutir à un consensus régional sur les points suivants. 1. Le cadre stratégique de référence pour le PIDA. 2. Un plan d'action prioritaire 2012-2020. Et 3. Une stratégie de mise en œuvre du PAP. Pour permettre une bonne appropriation du processus. De garantir une mise en œuvre du projet. Les experts proposés des 10 États membres de la CAC dans le 4 secteurs des infrastructures, transport, énergie, TIC et autres transports aériens, les institutions spécialisées du secteur et ceux des partenaires techniques et financiers de la région, vous avez été conviés à cette conversation et nous souhaitons que chacun puisse s'impliquer pleinement. Selon le directeur de cabinet représentant le ministre des Relations avec le Parlement, ces assises de Libreville devraient tenir compte du retard qu'accuse la sous-région dans le domaine des infrastructures. La télé régionale se situe à une phase critique et capitale du programme. C'est la programmation et la définition des priorités continentales pour le court, moyen et long terme dans le domaine des infrastructures. Nous recommandons que cette définition des priorités tienne compte du grand retard de la région Afrique centrale, ainsi que les programmes régionaux dans les 4 secteurs couverts par le PIDA. Les travaux qui sont à leur deuxième phase ont vu la participation de plusieurs experts des 10 États membres de la CEAC. Justement, pour parler de cet atelier régional sur le PIDA, nous recevons sur ce plateau Monsieur Aboubakari Baba Moussa. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes directeur des infrastructures et de l'énergie à la Commission de l'Union africaine. Alors le PIDA, quelle est la vision de l'Union africaine en matière d'infrastructure? Merci beaucoup madame de nous donner cette opportunité de parler une fois au nom de la Commission de l'Union africaine qui est connue pour parler que de la paix et de la sécurité.
Donc depuis la vision tracée qui est de faire l'unité de l'Afrique, qui est la vision globale, sous l'impulsion du docteur Jean Ping, qui est le président de la commission, un cadre stratégique a été tracé en 4 piliers, dont l'un des piliers particuliers, après la paix, c'est l'intégration régionale et le développement. Donc, pour faire cette intégration régionale et le développement, il faut s'appuyer sur l'infrastructure, les infrastructures, si on ose dire. Et c'est dans ce cadre que, sous l'impulsion, comme je le disais, du président de la commission, le docteur Jean Ping, il a été initié un programme qui permettra d'intégrer, de mettre en cohérence l'ensemble des programmes dans les 5 grandes régions de l'Afrique et dans les 4 secteurs que sont le secteur des transports, le secteur des télécommunications, le secteur des eaux transfrontalières et non moins négligeable, le secteur de l'énergie. Voilà, disons, la vision dans le cadre de développement des infrastructures en Afrique. Alors le PIDA, quel impact? Merci de le demander. Le PIDA, je vais parler PIDA chiffres. L'impact du PIDA, comme on l'a dit, il n'y aura pas de développement de l'Afrique sans infrastructures. C'est 50 milliards d'investissements pour permettre de faire quoi? 50 milliards de francs CFA? 50 milliards de dollars. De dollars pendant les 7-10 prochaines années. Et ces 50 milliards vont se répartir comme suite en énergie qui est le cœur du développement. Et on doit avoir une 38 milliards de dollars. Dans le transport, 5. Dans les télécommunications, 2. Et dans les eaux transfrontalières, 5. Mais l'impact, c'est l'accès à l'énergie. Aujourd'hui, en Afrique, 30% des Africains n'ont pas droit à accéder à l'énergie. Donc, qui s'exprime en coût de coupure. L'impact, c'est que nous avons aujourd'hui dans les transports à peine 30%, encore 34% ont accès aux services de transport, routes, chemins de fer, presque inexistants. Donc, dans les eaux transfrontalières, c'est 6%. C'est énorme. Donc voilà les chiffres pour montrer que l'impact est de jeter, de projeter l'Afrique vers les années 2040 pour que ce que nous vivons aujourd'hui ne soit plus ce que nous allons vivre dans le futur. Alors comment allez-vous procéder? Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Merci beaucoup. Les moyens de nos politiques viennent des États. Et c'est là où les États, comme le Gabon, ont un rôle essentiel. Il s'agit de faire en sorte que l'Afrique, qui dispose d'énormes potentiels, puisse compter sur ces potentiels et faire en sorte que les ressources qu'elle tire de l'exploitation de ces ressources minières, de ces ressources agricoles, qu'elle puisse les investir dans le développement. Donc, on peut, sans se tromper, dire que l'Afrique dispose de ces moyens. Il s'agit de ces organes. Est-ce que les chefs d'État s'impliquent? Alors, c'est une initiative attendue et poussée par les chefs d'État. Le sommet de Kampala, en juillet 2010, en a été le lancement de ce PIDA. Et tout récemment, en Guinée équatoriale, il y a eu encore l'expression de l'engagement des chefs d'État et pour que ça. Et enfin, en janvier 2012, le programme de développement des infrastructures en Afrique sera adopté par les chefs d'État pour sa mise en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'atelier de Libreville qui s'est achevé aujourd'hui? L'atelier de Libreville a été un moment très essentiel parce que ça a permis l'appropriation du cadre stratégique, du programme prioritaire du programme d'action prioritaire 2012-2020 par les 10 pays membres de la communauté économique de l'Afrique centrale, ainsi que, évidemment, le secrétariat de cette communauté. Donc aujourd'hui, nous quittons Libreville avec le sentiment que nous nous sommes accordés sur l'essentiel de ce que nous pouvons faire pour avancer très rapidement, sachant que l'Afrique centrale constitue
le réservoir de développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique passe essentiellement par le développement de l'Afrique centrale. Et nous avons une illustration dans vos premiers éléments que le chef d'État, Ali Bongo, a mis en priorité les questions de développement des infrastructures. Le développement de l'Afrique passe par le développement des infrastructures. Merci M. Baba Moussa d'être passé nous voir. Alors, notre journal se poursuit avec la page politique. Les filles et les fils du canton Bissok dans le département du Ouélé se sont retrouvés au cabaret des artistes autour du membre du bureau politique. Cette rencontre avait pour centre d'intérêt la désignation du candidat CLR aux prochaines législatives sur les lieux Ahmed Mouyaka. Qui défendra les couleurs du CLR, Centre des libéraux réformateurs, aux élections législatives prochaines au premier siège du département de Ouélé. En entendant la réponse ou la décision du parti, les jeunes de ce département se sont réunis autour du membre du bureau politique CLR, Miko Mindong Nang, pour échanger sur la question. L'objet de la réunion de ce matin, c'est que, compte tenu de la situation politique aujourd'hui, comme vous pouvez l'imaginer, donc les jeunes ressortissants de mon canton, dans le premier siège du département du Ouélé, donc le canton Bissok précisément, m'ont invité et me posaient la question simple. C'est de savoir que M. Minko, qui, au passage, je peux vous le dire, je suis secrétaire général du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'un des cadres du canton. Donc les jeunes se sont réunis et m'ont posé la question de savoir, à l'approche des élections, monsieur le secrétaire général, est-ce que vous vous présentez? Nous souhaitons que vous vous présentez au niveau de notre canton. Les jeunes sont prêts à le soutenir, mais il faut d'abord l'aval du parti. Je sors d'un parti politique, je ne peux pas décider de manière unilatérale que je suis candidat. Le parti, le CLR dont j'appartiens, ne m'a pas encore investi. C'est vrai, j'ai pris bonne note de la proposition des jeunes de mon canton qui me soutiennent, qui sont prêts à me soutenir au cas où le parti m'investirait. Donc j'ai donc demandé aux jeunes de garder patience et que d'ici quelques jours, le parti va siéger et c'est le parti qui donnera le quitus qui, parmi les cadres de ce parti, sera candidat ou pas. Il faut dire que les prochains candidats du CLR devront être des hommes et des femmes capables de défendre valablement les couleurs du parti. Nous restons dans l'estuaire avec cette innovation. 9 associations ont décidé de s'unir afin de mettre en place une même vision stratégique. Des précisions dans ce reportage d'Ivo Yono. Nkondong, Antoum, au milieu de ses frères, tous responsables de structures associatives dans Ekoitini, la Noya et le Komomonda, Moïse Nkondong a expliqué aux populations de la première province les raisons de ce grand rassemblement, voulu par la JNK, la NAP, la CCE et la SNI. La jeunesse doit avoir une place importante dans notre société, aussi bien dans les partis politiques que dans la société civile. La CADEST se veut une plateforme pour les jeunes, surtout, une plateforme d'échange sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Séance tenante, l'initiateur a lu au public la charte qui va régir la CADEST, la coordination des associations des départements de l'estuaire. Puis, il a installé en sa qualité de doyen le premier président de cette grande fédération, Jean-Baptiste Obama, de l'amicale des jeunes d'Nkok. La province d'Estuaire regorge toutes les ethnies de notre pays. Donc cette mixture d'ethnies fait que la CADEST reste la plateforme de convergence dans cette vision. Donc c'est une structure qui n'est pas du tout politique, ce n'est pas un parti politique. Il ne sera jamais question de parler de politique au niveau de la CADEST. Bien sûr que nous pourrons faire des propositions sur le plan politique si cela nous est demandé. Mais nous travaillons, comme c'est le mot à la mode, pour émerger. Après la signature de la convention, l'installation du président, l'heure était à la composition du bureau. Puis les uns et les autres se sont promis de tout mettre en œuvre pour que l'estuaire soit à jamais à l'heure des grands rendez-vous du développement.